quand tu es exposé publiquement aux gens et que les histoires de ta vie, tes histoires de cœur, tes histoires de cul, tes histoires de famille, tes problèmes, tes grossesses, le jour où tu te casses la gueule, ou les erreurs que tout être humain peut faire. Quand elles sont sublimées par les réseaux sociaux et les médias, vous tous là, dans les réseaux, vous décidez de venir mettre votre commentaire, d'insulter les gens, de prendre parti pour des histoires où très souvent vous êtes manipulé par les médias ou par d'autres artistes ou d'autres personnes. Et personne ne se demande ce que ça fait aux autres, à la personne concernée. Et en fait, la santé mentale des célébrités est... Non, je ne sais pas faire cette affaire, mais ça pourrait rentrer dedans, quoique. La santé mentale, moi, j'ai vu énormément de gens passer par des souffrances parce que, justement, tu te retrouves dans une sauce, que tu sois innocent ou coupable. Les gens sur Internet qui sont dans les commentaires et dans les chatrooms, on dirait que leur huc est propre de ouf. On dirait qu'ils n'ont jamais eu de problème, qu'ils n'ont jamais trompé quelqu'un, qu'ils sont fidèles comme jamais, que non, ils n'ont jamais fait d'erreur. Et parce que la façon dont les gens viennent harceler les gens, et parfois, ils viennent en groupe, ils appellent d'autres personnes. Un jour, je vais parler d'un truc pas trop récent, et puis je vais parler de vraiment le tout début. Je me rappelle, un jour, je ne sais plus de quoi j'avais parlé, et je ne sais plus c'était quoi le sujet, mais je ne me rappelle pas. Mais c'était vraiment en pleine époque, quand l'Amérique et les médias et tout le monde allait très très à gauche, et que tu pouvais plus rien dire du tout sur plein de sujets. Et je sais plus c'était quoi le sujet. C'était Dave Chappelle. Dave Chappelle avait fait un spectacle. Il avait fait des blagues sur tout le monde comme d'habitude. Et c'est très intéressant parce qu'il avait fait une blague sur les fudge. La blague, c'était la blague de Space Juice. Mais, de façon très intéressante, rien ne s'était passé. Personne n'avait relevé, parce que comme d'habitude, il blague sur tout le monde, lui. Mais, il avait fait aussi une blague sur les trans. Et eux avaient décidé que, quand tu parles d'eux, si tu parles pas positif, donc tes mots nous tuent. Et il y a eu vraiment la folie. C'était la folie. Il a été mis dans la sauce pendant au moins 1 an ou 2. Les gens pétitionnaient pour que Netflix enlève son spectacle. Il ne puisse pas parler. Et Netflix, il disait, c'est un comique qui fait des blagues. Dans le spectacle en question, il a parlé de tout le monde. Pourquoi vous êtes différents? Parce que nous, quand on parle de nous, on meurt. Okay. Et les autres, non? Et donc, le patron de Netflix, d'ailleurs, a été très courageux, puisqu'à un moment, il a dit à tous les gens, là, il a envoyé un mail dans toute l'entreprise en disant, si vous n'êtes pas content ici, eh bien, vous pouvez prendre la porte. D'ailleurs, il y a au moins 500 d'entre vous qui vont être virés, sachez-le. Parce que vous avez dit des choses. Et puis on a retrouvé vos tweets. Donc sachez que, ici là, vous ne pouvez pas demander à exister,
Mais parce que vous existez, les autres n'ont pas le droit d'exister. Et parce que vous avez un avis, les autres avis n'ont pas le droit d'exister. Et on était vraiment... Je me rappelle avoir dit à un ami, ça y est, c'est la fin de la cancel culture. On arrive enfin à la fin, où on a quand même le droit d'avoir un avis. Et je me rappelle avoir dit sur Twitter, Dave Chappelle, c'est un GOAT de la comédie. Moi, je le suis depuis des années, des décennies même. Et si tu veux faire partie de la société, tu dois aussi accepter l'humour. Surtout que c'est un comique. Donc, tu peux ne pas aimer. Si tu n'aimes pas, n'écoute pas. Mais ne force pas les autres à ne pas pouvoir écouter ce qu'ils ont envie parce que tu es dans ton activisme, etc. Parce que au bout d'un moment, tu deviens chiant. Et il y a un gars qui est venu, que je connaissais absolument pas, une espèce de cinéaste, je sais pas c'était qui. Comme j'avais un Twitter, à l'époque, sur Twitter, il y avait la vérification encore, c'était pas un truc que tu pouvais acheter. Donc, mon compte étant vérifié, et là, je pars 50 000 followers, la personne est arrivée, et elle a dit, j'ai trouvé un bigot, j'ai trouvé un ennemi du progrès. Et puis, il a tagué plein de gens. Venez. Et d'un seul coup, j'ai eu, je sais pas, une cinquantaine de LGBT qui ont tous commencé à m'insulter sur Twitter. Et moi, en fait, j'ai remarqué un truc. Si tu réponds aux gens, ils se sentent importants. Si tu ne leur réponds pas, ils pensent que tu as peur. Si tu les bloques, ils pensent ce qu'ils veulent, mais au moins, tu n'en entends plus parler. Donc, c'est très simple. La première chose que j'ai fait, j'adore faire ça. J'ai tous pris un par un, à commencer par le gars qui les a tous appelés. Et j'ai tous bloqué un par un. Bloc, 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 bloc. Une fois que j'ai fini de bloquer les 50, j'ai ensuite enlevé mon tweet. Ce qui fait que toute la conversation disparaissait avec. Et ensuite, j'ai remis mon tweet tout seul. Et j'ai attendu de voir qui allait reposter quoi que ce soit, ou venir machin. Et comme aucun d'eux ne me suivait à la base, ils ont disparu. Et je me disais, mais attends, j'ai rien dit d'extraordinaire. Et je me disais, mais attends, si j'avais 1 million de followers, par exemple comme sur ma page Facebook, j'avais 1 million de followers avant qu'elle explose. Bon, tu vas dire un truc, tu vas donner ton avis sur un truc en disant rien d'extraordinaire et d'un seul coup, les gens te font comme dit Sévarmel, un effet papillon et d'un seul coup, tout le monde t'insulte. Je vous ai sûrement raconté cette histoire où un jour, j'étais allé dans 10 pays d'Afrique en tournée et dans chaque pays, il y avait une discothèque où tous les hommes étaient des blancs et toutes les femmes étaient des renois et la plupart étaient des prostituées. Et dans chaque pays, il y en avait une. J'avais tweeté comme ça parce que j'étais dans la 10e boîte et j'ai juste tweeté, à l'époque on tweetait par SMS, donc c'est les tout débuts de Twitter. Et j'avais juste tweeté ça, putain c'est marrant, dans chaque pays où je suis allé, il y a une boîte comme ça où tous les hommes sont des expats français et toutes les femmes sont Et puis après j'avais fait 14 heures de vol. Et quand je suis rentré chez moi, les gens postaient des photos avec mes albums à la poubelle. Je fais yo, ça alors. Les Africains, ouais, pour qui tu te prends? Ouais, tu dis que les femmes sont des putes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et les Blancs, ouais, pour qui tu te prends? Tu passes. Je me rappelle, j'avais fait un live à l'époque. Sur Facebook d'ailleurs. J'avais fait un live et j'avais insulté tout le monde. Et j'avais posté les photos de chacune des boîtes dont je parlais. Et de chaque pays, je disais, est-ce que cette boîte existe? Et chacun disait, oui, elle existe. Et je dis donc, quel est le problème? Pourquoi est-ce que quand on dit la vérité, vous êtes fâchés? Et
les gens disaient non, mais c'est pas ça, mais tu comprends, tu donnes une image de. J'ai dit écoutez, et j'ai pas dit que toutes les boîtes sont comme ça en Afrique. J'ai dit dans chaque pays où je suis allé, il y avait une boîte comme ça et tout le monde finissait en after là-bas. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai rien dit d'autre. Et j'ai dit les gens là qui ont jeté mes CD, n'oubliez pas que vous les avez déjà achetés. Moi j'ai déjà gagné mon argent, je m'en fous. Et les gens qui disent que non, vous écouterez plus jamais ma musique, continuez, je n'ai pas besoin de ce genre de fans. Et parce que les gens, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui les intéresse. C'est pas réfléchir, c'est pas prendre le temps d'analyser. Et le problème, c'est que de l'autre côté, tu as des êtres humains. Quelles que soient les erreurs qu'ils vont faire, quelles que soient les choses qu'ils vont dire, et quel que soit le fait que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'ils vont dire, les gens ne se demandent pas si ces gens, ça leur fait mal ou ça les touche. Et dans la santé mentale de l'artiste, moi je me rappelle, tout premier album, ça vient juste de sortir. Donc on est en 1998, je vais sur Vol Créole et il y a tout le monde félicite mon album, mais malheureusement je tombe sur un post ou un thread où il y a un gars qui dit ah ouais, cet album c'était un frisbee, il chante du zouk en anglais, qu'est-ce que c'est que ça? En plus j'ai entendu qu'il est pas entier. Et d'un seul coup tous les rageux viennent derrière et moi je viens commenter, je dis écoutez, c'est une proposition, si vous aimez pas vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais vous n'êtes pas obligé d'être sans respect. Ah vous les artistes de toute façon si on vous lèche pas le cul vous n'êtes pas content. Et puis, je me rappelle que ça m'avait empêché de dormir. Parce que j'ai jamais fait de la musique pour qu'il y ait des gens qui m'insultent. J'ai fait de la musique parce que j'aime ça. Moi, à la base, mon père m'avait dit, la musique, ça doit rester un hobby. C'est pas un vrai métier. Et tu feras pas de musique quand tu seras grand. Donc, déjà faire de la musique, continuer dans la musique et devenir professionnel, c'était une désobéissance pour moi. Et c'est très compliqué pour les gens de mon éducation de désobéir à leurs parents. Et heureusement, avec le temps, ils sont devenus fiers de moi. Mais imagine que toi, tu es là en train de faire quelque chose que tu aimes, et il y a des gens, ils aiment pas, et au lieu de juste ne rien dire, ou de dire « Ah non, c'est pas trop mon style », respect quoi. Non, ils ont besoin de t'insulter. Et je vous raconte même pas quand l'album de Soumia est sorti. En 2003, je produis Soumia et les gens découvrent qu'elle est marocaine. Et d'un seul coup, je me rappelle le tout premier post que j'ai vu sur Zouké.com. Est-ce que nous on fait du rail? Wow. Wow. Et elle m'appelle en pleurant. Je veux plus faire ça. Et donc, j'appelle les gens de Zouké.com et je leur dis hey, si tous vos posts là, et tout ce qui a à voir avec cet album, même le post, je veux plus rien voir de Souchiro dans votre site. Et Franck qui me dit non mais c'est le site de la promo là. J'ai dit hey, peace, enlève tout. Je veux plus un seul album de Souchiro dans votre truc. Elisio, Kesha, vous enlevez tout. Et j'ai tout déplacé sur Kesha.com. Et j'ai créé Soumia.com, Elisio.com, tout ça, qui était le même site, pour justement être dans un endroit où on pouvait contrôler, pas le fait qu'on puisse pas nous critiquer, mais qu'on ne nous insulte pas, et surtout qu'on n'insulte pas des gens qui vivent de ça, qui aiment ça, qui aiment cette culture, et qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, j'estime que la musique n'appartient à personne. Mais qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'écouter ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Vous votez avec votre argent. T'achètes, tu as aimé. Ou tu as acheté, t'as pas aimé, tu donnes à quelqu'un d'autre. Mais t'aimes pas, ou tu n'es pas d'accord, t'achètes pas. Or, les gens, depuis qu'il y a un truc qui dit commenter, et puis le truc ne dit pas mettez un commentaire si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Le truc dit rajoutez un commentaire.
Donc il y a des gens qui disent oui, je dois dire quelque chose absolument. Et très souvent, les gens qui en parlent le plus et qui en font le plus sont les gens qui sont virulents, méchants, les gens qui n'ont pas d'éducation envers les autres. Et moi, je me rappelle très bien que au tout début de ma carrière, quand je faisais du rap, 94, parfois il y a des gens, on me disait, ouais, lui il t'aime pas. Et je disais, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, il t'aime pas parce que t'habites dans le 16e, apparemment ton père est ambassadeur, t'es un gosse de riche. Mais c'est pas mon choix. Je suis né là, j'ai pas demandé. J'ai rien demandé, moi. Je n'étais qu'un spermatozoïde perdu dans l'univers. Puis je suis sorti là. Ils s'en foutent. Il y a des gens qui te disaient, lui, je l'aime pas et je veux le taper. Oh. Et parfois, le soir, je me disais, mais pourquoi il m'aime pas? C'est-à-dire, c'était une obsession pour moi. Pourquoi il y a des gens à qui je n'ai rien fait qui ne m'aiment pas? Jusqu'au jour où, des années après, je me suis dit, mais pourquoi je m'intéresse à la vie de tous ces inutiles qui n'ont pas réussi? Je sais pourquoi ils m'aiment pas. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas ma faute si les gens apprécient mon travail. Tu n'as qu'à proposer ton travail aux autres et voir ce qui se passe. Mais il y a des gens, non. Ils cherchent quelque chose de facile pour pouvoir critiquer ton travail. Un jour, Nelson Freitas était dans une discussion avec des artistes, il m'a raconté, et les gens critiquaient mon travail. Il sait pas chanter, il chante dans l'autotune, sans autotune, il y a rien. Il ferait quoi sans autotune, blablabla, blablabla. Ses instrus sont pourris, ses instrus sont trop simples. C'est toujours les mêmes kicks, c'est toujours les mêmes trucs. Et Nelson leur répond, en attendant, lui, il vend 50 000 albums et vous en vendez 500. Donc, oui, mais... Et il leur dit, le public, ça ne l'intéresse pas vraiment comment le produit est fait. Le public entend le produit fini, et s'il aime le produit fini, il achète le produit fini. Vous qui chantez bien, vos mélodies, elles sont pourries. Vos top lines, elles sont pourries, et vos instrus sont pourris. Sinon, le public achèterait vos musiques. Comment est-ce que lui, il a tube sur tube sur tube sur tube, il a des tubes de zouk, il a des tubes de compas, il a des tubes de troubadou, il a des tubes de kizomba, il a des tubes de coupé décalé. C'est que le public aime ce qu'il fait. Et d'ailleurs, mon album qui vient de sortir, Deeper, le tube, c'est lui qui l'a fait. Et ça cartonne. Donc, au lieu de critiquer en expliquant que vous avez des voix magnifiques, ce que je vous conseille de faire, c'est l'appeler et lui demander de vous faire non seulement un instru, mais aussi de vous écrire une chanson que vous allez chanter avec vos belles voix. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui fait du bien. Et critiquer, c'est facile, mais les résultats, c'est les résultats. Bon, il m'a jamais dit c'était qui. Ça se trouve, c'est des gens qui derrière me disaient « Oh là, vois-tu, j'aime trop ce que tu fais, t'es trop fort. » Mais pour en revenir j'étais présent quand tu as fait le clip dans le hangar. Le clip de Love de toi avec Mousse de Boss Playa. C'était le clip de Love de toi et le clip de On est ensemble. Et en fait, tout ça pour dire que j'ai vu, en étant acteur du monde du zouk et acteur du monde de la kizomba et acteur du monde
de la musique africaine en général, et afro-caribéenne, on va dire, j'ai vu énormément d'embrouilles, j'ai vu énormément de scandales, j'ai vu énormément de choses que vous n'avez pas vues, et j'ai vu aussi énormément de choses que vous avez pu voir, des scandales, des embrouilles, des tromperies, les sextapes, tout ce qui arrive à des êtres humains normaux, mais comme ils sont exposés parce que vous les aimez, ou pas, eh bien, tous les problèmes sont multipliés. Et avant, il y avait la rumeur, mais avec les réseaux, t'as même pas le temps de te poser la question, en fait. T'as même pas le temps que quelqu'un a déjà posté. Puisqu'il y a des gens, c'est leur travail de chercher et d'en parler. Donc, c'est-à-dire que être un propageur de rumeurs ou propageur de mauvaises nouvelles, aujourd'hui, ça rapporte de l'argent. Et cela aux dépens des gens. C'est pour ça que la plupart des artistes américains sont fous. Et j'ai vu énormément d'artistes souffrir de ça mentalement, mais ne pas pouvoir, comme chez nous les Noirs, la santé mentale, c'est pas important. Même quand tu étais dans la souffrance, on te disait il faut aller faire les shows pour gagner ton argent. Parce que les managers étaient en train d'exploiter les artistes. Mais personne ne s'est déjà dit, surtout toutes ces femmes célibataires qui chantent du zouk, personne ne s'est jamais dit, mais quand est-ce qu'on les laisse souffler? Quand est-ce qu'on les laisse digérer le choc? Je vais vous dire c'est quoi le premier choc quand on est un artiste. Ton album sort vendredi à 20h. Lundi, personne ne te connaît. Personne n'a entendu ta chanson. Tu n'es encore personne. Entre guillemets. Tu es ta propre personne, tu es connu par tes 20 amis, et c'est tout. Lundi, nous, on commence déjà à travailler. On appelle la radio dont il parlait tout à l'heure. On leur dit, bon, combien? On jette un peu d'argent sur des animateurs, on prépare le terrain, on achète un peu de promo, et puis on sait que tu vas être poussé. L'émission phare commence. Et là, j'allais dire son nom, l'animateur phare dit voilà la chanson, la nouvelle chanson, tel artiste, telle chanson. Et d'un seul coup, la chanson commence à passer tous les jours dans la radio. Et elle passe tellement dans la radio que le samedi, on dit que voilà, ça commence à passer lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, l'album sort. Et dès vendredi, les Fnac nous appellent pour nous dire on en a déjà vendu 3000, on aimerait que vous nous en distribuez 3000 de plus déjà. On commande et on rachète, les Fnac rachètent 3000 albums de plus pour Fnac Châtelet, Fnac ceci, Fnac cela. Donc nous, on est dans la distribution, dans les choses. Et au bout de, 2-3 semaines, il y a 10 000 albums vendus. Les discothèques appellent. Je la veux en premier. Je paye tant. Les gentils appellent. Elle vient cet été? Ouais, t'inquiète. Non. Et toi, lundi, personne ne te connaissait. Le lundi d'après, il y a des gens qui disent sur le net « Je t'aime trop ». Mais comment ça tu m'aimes? Tu me connais pas. Je t'aime trop.
La personne veut dire qu'elle aime tes chansons. Mais toi, la personne, t'es un être humain. Tu n'es pas prêt, tu n'es même pas conçu pour recevoir tout ça d'amour d'un seul coup. Le samedi, tu vas en boîte avec tes copines. Une ou 2 semaines après, personne ne connaît encore bien ton visage. Tu vas au Cap Sud avec tes copines. Et là, tu entends le DJ qui joue la moitié de ton album. Tout le monde joue les chansons. Ça joue, tous les titres, les uns après les autres. Oh. Et toi, d'un seul coup, t'es heureuse parce que ton rêve se réalise. Tu appelles Kesha. Merci. Tu as réalisé mon rêve. Et je dis non. C'est ton travail qui se concrétise. Nous, on t'accompagne. Et puis d'un seul coup, il y a des gens qui te reconnaissent, qui te demandent à faire des photos, qui te disent c'est quand que tu passes en show. Et tu dois mentalement découvrir et te contrôler pour pas que ta tête explose, pour pas... et puis, t'as peut-être pas l'habitude de faire des photos. Salut Nina, t'as peut-être pas l'habitude de faire des photos avec des gens que tu connais pas. Peut-être que tu es antisocial. Peut-être que X, Y, Z. Et puis tu vas sur les réseaux sociaux. Et puis tu vois des centaines de commentaires. Mon Dieu, cet album est incroyable, c'est magnifique. Ah! Et puis tu vois un commentaire. C'est de la merde. Et tu vois plus tous les beaux commentaires. Tu vois que ce commentaire. Tu as envie de répondre à la personne. Respecte-moi, respecte mon travail. J'ai travaillé pendant 2 ans pour faire cet album. Et puis tu dors. Ah. T'es contente. T'as vendu 10 000 albums déjà. Tout se passe bien. Tu vas aller aux Antilles. Tout le monde t'attend. Tu vas faire tout le tour des yoles, des machins, des trucs. Tu vas aller en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Mais il y a une personne qui a dit c'est de la merde. Et t'arrives pas à penser à autre chose. Alors t'appelles Kesha. Comme Kesha elle a déjà vécu ça, tu lui dis mais... Oui, mais... Et Kesha te dit écoute, 1 sur 10 000, pense à tout le reste, mais je sais ce que c'est, je connais. Il faut créer son armure, il faut t'habituer, et mais les gens qui veulent faire des photos, parfois je suis pas habillé, parfois il faut te balader avec des lunettes de soleil, il faut toujours être apprêté, parce que quand tu vas acheter du pain là, il est possible que quelqu'un te demande, donc tu peux plus marcher en chien. Mais je suis prisonnier de la célébrité, un peu. Maintenant, imaginez-vous que la chanson explose et que tout le monde te dit que tu vas avoir un avenir radieux dans la musique et pour quelle que soit la raison, parfois il n'y a pas de raison spécifique. Parfois tu fais une erreur, parfois tu fais la mauvaise chanson, mais 6 mois plus tard, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de ta gueule. Tu vas en discothèque, t'entends plus ton son. Tu marches dans la rue et plus personne te reconnaît. Et plus personne te dit « Ah, j'adore la chanson » et plus personne veut faire de photos avec toi. Tu viens de faire une montée de malade et tu viens de redescendre parce que c'était juste une chanson. Et le reste, les gens sont passés à autre chose très vite. En fait, vous ne vous rendez pas compte le choc mental que c'est d'être aimé par tout le monde le 1er janvier et oublié par tout le monde le 1er juin. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que il y a des gens qui n'ont jamais
été aimé à ce point et qui d'un seul coup sont aimés par 10, 15, 20 000 personnes qui crient ton nom avant les shows, et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il n'y a plus personne. Et d'un seul coup, même le revenu que ça ramenait s'en va. Et toi, tu croyais que les gens t'aimaient. Or non. Il y avait un mouvement de foule, il y avait t'étais à la mode et puis tu es passé avec la mode, comme ça. Et c'est arrivé à tellement de gens. Exactement, SN. Ceux qui ne l'ont pas vécu ont du mal à le comprendre parce que en fait, personne n'est prêt. Exactement, Green Boy. C'est un ascenseur émotionnel de fou. Moi, tous les artistes avec qui j'ai travaillé, c'est une des choses que je leur ai dit. Attention, c'est un métier dangereux. Attention, les gens qui te disent qu'ils t'aiment, eux-mêmes ne sont même pas sûrs qu'ils t'aiment. S'ils ont 15 ans, 16 ans, 17, 18 ans, ils ont besoin d'un totem. C'est toi leur totem, mais après ils vont avoir un mec. Après ils vont avoir des enfants. Après ils vont passer à autre chose. Et il faut déjà se le mettre dans la tête. Or, beaucoup de gens, même quand tu leur dis, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que aucun de nous ne sait comment il va réagir à la célébrité, comment il va réagir à l'argent. Parce que si tu travailles pendant un mois entier et que tu es payé 2 000 € ou 1 500 €, on va dire 2 000 par machin, pour simplifier, et que tu as un hit, et que du jour au lendemain, ton agent voit un peu la demande et dit, bon, on va fixer ton cachet à 5 000 €. Et tu fais quoi? Combien? Moi, je me rappelle, quand Guylaine Cléry, mon manager depuis 1998, mon tout premier show, c'était au Galion, à Aulnay-sous-Bois, si je me rappelle bien. Et elle me dit, bon, on va fixer ton prix à 10 000 francs. 10 000 francs? Je me rappelle, je lui dis, 10 000 francs? Mais c'est énorme! Mais personne va payer 10 000 francs. Mais elle fait, laisse-moi faire mon boulot, toi fais les hits. Et là, il y a Téléphone et Bounce Baby qui cartonnent. Et moi, quand elle dit ça, je me dis, mais... Et je la vois parler au patron. Et elle dit au patron du Galion et au patron de la 5e dimension, je me rappelle. Elle leur dit, c'est 10 000 francs maintenant et profitez parce que dans 6 mois, ce sera 15 000. Et moi, je me dis, mais personne va venir me regarder, personne va venir me voir. À l'époque, je crois que c'était 100 francs pour entrer dans une boîte ou 50 francs, je me rappelle plus. Et je me dis, mais personne va payer ce prix-là. Et elle me dit, écoute, tu viens de vendre 100 000 albums. Enfin, tu es sur le point de vendre 100 000 albums. Je crois que l'album se vendait, mais c'était avant Internet, c'était avant tout ça. Donc, il n'y avait même pas le piratage, il n'y avait même pas de graveur de CD. Et elle me dit, t'inquiète. On arrive au Galion et on voit... C'était Jean-François Saint-Louis d'ailleurs qui présentait ce show, je me rappelle. Et on arrive devant le Galion et il y avait tellement de monde dehors.
Et moi, je dis à Guylaine, on est arrivé trop tôt. Et elle appelle le patron et le patron dit, on a un problème. Et on dit, qu'est-ce qui se passe? Et le patron, il dit, oui, Nina. Et le patron, il dit, il y a presque une émeute dehors, parce que tous les gens que vous voyez là, ils peuvent pas rentrer, la boîte est pleine, mais il y a le double de gens dehors. On va être obligé de vous demander si on peut faire une date, une nouvelle date demain et vendredi prochain. Ah, maintenant, vendredi prochain, on a la 5e. Pardon, on a besoin au moins de faire 1 ou 2 shows de plus. Et Guylaine, elle me regarde, elle fait, tu vois? Et j'avais tellement peur, parce que jusqu'à là, j'avais fait des shows de rap et tout ça. Mais j'avais jamais fait un show de zouk. Et j'étais même pas... Je savais même pas qui m'attendait là-bas. Et je savais même pas ce que j'allais faire. Je savais même pas ce que j'allais dire. Et je me rappelle, je tremblais avant le show. Et puis quand ils ont annoncé mon nom, les gens ont crié tellement fort. Hey. Et je me rappelle qu'on avait fait la 5e dimension 5 fois de suite. Tellement c'était la folie. Et puis là, moi, qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est mon éducation. J'ai reçu une éducation stricte et j'ai reçu une éducation où le respect des personnes aînées, c'est une des bases de mon éducation. Toujours respecter les aînés et toujours respecter les gens en général. Ne pas lever la voix gratuite, etc., etc., etc. Et surtout, le fait d'avoir des parents très célèbres au Congo fait que, et riches, fait que l'argent ne m'a pas vraiment impressionné, juste que j'étais content d'avoir le mien, et la célébrité ne m'a pas non plus impressionné. Par contre, le fait de voir tous ces gens qui t'aiment du jour au lendemain, la première chose que je me suis dit, c'est ok, ça va peut-être durer seulement 6 mois. Continue tes études d'économie, ne te vends pas du rêve à toi-même. Et je me rappelle la toute première fois qu'on est allé aux Antilles, c'était pour une signature d'autographe à la librairie antillaise. Donc je venais avec mes posters, avec mes albums. Pardon. Les gens achetaient les albums et tu signais et puis etc. Et je me rappelle qu'il y a donc on est en 1998 et il y a une jeune fille moi j'avais 23, je sais plus. Et il y a une jeune demoiselle de 14 ans qui vient et qui me dit « Est-ce que tu peux signer mon cahier ?» Donc, moi, je signe son cahier et elle me dit qu'elle veut pas, elle a acheté 2 albums. Un sur lequel elle veut que je signe et l'autre qu'elle veut garder intact sous le papier parce que c'est un collector, machin. Et je fais « Quoi ?» Et elle me fait lire dans son cahier un truc qu'elle a écrit à la plume, où elle est dit, voilà, il s'appelle Kesha, son vrai nom c'est Edouard Mokolo, il est né à Kinshasa, il a tel âge, ma chanson préférée c'est ça, nanana, sa couleur préférée c'est le... Et tu sais, mais comment elle sait tout ça? Où? Et la fille d'après, elle avait 16 ans, je crois. Et elle me voit, et elle me serre très fort dans les bras, et elle s'évanouit. Et je commence à crier « Sécurité !» Et moi-même, j'ai les larmes aux yeux, je fais « Elle se sent mal !» Parce que je comprends pas
pourquoi j'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait des chansons. J'ai fait 12 chansons. Pourquoi elle s'évanouit? Et d'un seul coup, ouais, tu te retrouves à plus pouvoir marcher dans les rues des Antilles, comme avant. Moi, j'habitais en Guyane à ce moment-là. Quand je retourne à Cayenne, je suis genre... je suis vu comme la célébrité du pays, la célébrité nationale. Tout, et d'un seul coup, tout change. Et même les filles qui faisaient un peu les malines, d'un seul coup, elles sont très ouvertes. Et c'est là que tu dois commencer à naviguer avec les démons. Parce qu'il y a des gens qui vont... Les faux amis arrivent, les fausses meufs qui font semblant de te kiffer arrivent, les situations cheloues arrivent, les mecs qui veulent te frapper parce que leur go te kiffe arrivent, etc., etc. Et tu dois commencer à naviguer toutes ces émotions. Alors que toi, tu voulais juste chanter. Toi, tu es juste venu ici pour chanter. Comment reconnaître les vrais défauts? Au départ, aucune idée. Au fur et à mesure, tu commences à faire des schémas si tu es intelligent. Mais moi, je vois beaucoup d'artistes et j'ai vu beaucoup d'artistes me dire, moi célèbre, je serai comme ci, je serai comme ça. Moi, avec de l'argent, je serai comme ci, je serai comme ça. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, méfiez-vous de vous-même. Parce que les démons qui dorment au fond de vous sont peut-être endormis parce que Nganda selon moyen. Parfois, c'est juste que tu n'as pas les moyens d'être un fou. Tu peux être là et t'imaginer que tu vas être la personne la plus gentille au monde, la plus sincère au monde, que tu vas représenter ton continent et les Afro-Caribéens avec fierté, et que l'argent ne va pas te changer. Et tu parles du point de vue d'un pauvre inconnu. Une fois que tu deviens un riche connu, toi-même tu découvres qui tu es. Et tu découvres si l'éducation de tes parents a fonctionné. Et même malgré l'éducation de tes parents, tu peux tout simplement découvrir que tu es un connard et ne pas t'en rendre compte. Il y a des gens qui n'étaient pas célèbres il y a 2 ans et qui sont des connards aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient... Moi, j'ai connu des gens qui étaient gros et moches. Et puis, un disque sort d'un seul coup. Ils vont faire des concerts en province. Et puis, à chaque concert, ils cognent des petites. Les co disent « Ah, je t'aime trop, ah, machin, je veux rentrer avec toi. » Avec moi? Oui, oui, oui. Ah bon, merci pour le show, voilà 2000 €. Oh! Combien? Moi, je gagnais 1500 € au McDo par mois. J'ai 2000 €, pourquoi? Pour mettre 30 minutes de playback? Oui, oui, bah oui, c'est ton prix, non? Ah oui. Oh! J'ai combien de shows par semaine, manager? 3. 6000 € par mois. Hey! Par semaine? I'm rich. Tu les retrouves le lendemain en discothèque avec tous leurs potes, 4 bouteilles. Ils sont là, ils ont acheté une voiture. Le gars continue à être gros et moche, mais il ne voit plus qui il est. Parce que les gens lui reflètent une autre image. Le miroir de la société s'est transformé. Eux n'ont pas changé. Donc tu lui dis, monsieur, profite Fab, inscris-toi à la salle de sport, fais un peu de... Hein. Les gens te disent, mais ce n'est pas nécessaire.
Je suis riche. Et toi, je dis, mais toi, tu vas être riche comme elle. Oui, mais non, ça y est, je suis beau. Les gens me disent que je suis beau. Monsieur, doucement, doucement. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Calme-toi. Et puis, ils commencent à plus répondre au téléphone à leurs amis. Ils commencent à vraiment croire qu'ils sont machin. Et puis, maintenant, quand ils vont faire des shows, ce n'est plus pour aller faire leur art et présenter leur travail de façon live ou playback, whatever, mais de se présenter en vivant à leur public. Maintenant, ils partent, tu les vois à l'aéroport, avant d'aller à Toulouse, avant d'aller à Melun, tu les vois à l'aéroport en train d'acheter des boîtes de capotes. Tu fais. Mais toi et tes amis, vous allez faire quoi exactement? Ah non, on va faire des shows et puis quelle des meufs. Non, à la base, nous allons travailler. Il faut travailler. Ensuite, dormir tôt. Parce que demain, on reprend l'avion. Quand on arrive à Paris, on a un train. Et puis, après le train, là, on va encore dans une autre ville. Et après, on va encore travailler. Donc, il faut rester concentré sur l'objectif. Ah non, nous, on est des stars. OK. Ah, dans 6 mois, quand tu vas redevenir gros et moche et pauvre. Et il est effectivement redevenu. On l'embrasse. Et le manque de professionnalisme, Bragui, comme tu dis, c'est Varmel, c'est un piège en fait. C'est parce que si tu n'es pas préparé, et bien entouré, si tes amis ne changent pas, parce que les gens disent, ouais, mais moi j'ai les mêmes amis qu'avant. Tes amis peuvent péter un câble. Parce que d'un seul coup, tu as de l'argent. D'un seul coup, quand tu vas en boîte, tu ne fais plus la queue. Quand tu vas en boîte, tu rentres et puis on t'assoit dans une table VIP, on te donne à boire gratuit malgré que tu aies de l'argent. Il y a des gens que ça va machiner parce que mentalement, tout le monde n'est pas fort. Et vous n'imaginez pas le nombre de femmes célibataires qui avaient des enfants, qui étaient là à chanter tous les week-ends pour vous, mais qui avaient leur vie qui était un désastre en fait. Parce que les gens qui t'exploitent et les gens qui gagnent de l'argent parce que tu vas quelque part et tu attires les gens veulent que tu viennes tous les jours. Veulent que tous les samedis, tous les vendredis, tu sois là. Mais tes enfants, tu les vois quand? Les premiers pas de tes enfants, tu les vois quand? Ah non, t'es de l'autre côté de la terre. Mon fils qui est là dans le chat, enfin, je sais pas s'il dort déjà. Un jour, il est à l'hôpital. Et sa mère m'appelle, je suis dans les loges, mais je suis à 8000 km, je suis aux Antilles. Elle me dit, on est à l'hôpital, il s'est passé ça, on attend les news, machin, nanana. Elle pleure au téléphone et je peux rien faire. Je suis trop loin. Je peux seulement dire, tout va bien se passer. Maintenant, il faut quand même aller sur la scène et sourire aux gens. Moi, j'ai déjà été sur scène alors que ma mère se faisait opérer à Abidjan. Et à l'époque, mes parents habitaient à Abidjan, on avait l'anesthésie ivoirienne à l'époque. Et elle avait eu une... j'ai oublié comment ça s'appelle, un truc des intestins, là. J'ai oublié comment ça s'appelle quand le... j'ai oublié. Et le docteur me voit que je ne veux pas prendre l'avion. Mais j'ai un show qui est payé 10 000 euros le lendemain. Je ne peux pas le rater parce que sinon je vais devoir payer les 10 000 euros à la personne. Non, c'est pas Fribrom, c'était un truc... c'était le truc quand l'appendicite de occlusion intestinale, exactement, SN. Et je regarde le docteur et il me dit, monsieur, allez faire ce que vous avez à faire. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, je prends l'avion d'Abidjan et c'est un avion de nuit. Et pendant toute la nuit, je dors pas parce que je suis tellement inquiet. Et puis,
j'arrive à Paris. Et quand j'arrive à Paris, j'ai pas dormi du tout de l'avion. J'ai pensé, j'ai prié, j'ai espéré. Et quand j'atterris, en plus, on n'est pas à l'époque de WhatsApp. On est à l'époque des tout premiers téléphones portables. C'est quand c'est l'époque de l'exil. C'est après la guerre. Alors, je me rappelle plus en quelle époque, mais c'est genre 2001, un truc comme ça. C'est avant que je fasse On dit quoi. Donc c'est 2001-2002. Et puis, pas de news. Et directement, quand j'atterris d'Abidjan, pas de cabine téléphonique pour parler. Et mon agent me dit, ton show à New York est à 22h. Donc, dès que j'atterris d'Abidjan, dès que j'atterris à Paris, à Orly, je dois prendre un taxi pour aller jusqu'à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, Paris-New York. Et j'ai un show à New York. Et je ne sais toujours pas comment elle va. Et heureusement, c'est quand avant de décoller, que je reçois un SMS. Tout s'est bien passé. Ne t'inquiète pas. Un SMS de mon père. Tout s'est bien passé, ne t'inquiète pas. Les larmes de désespoir, mon cher. Merci mon Dieu. Et là, tu te peux dormir un peu. Mais quand tu arrives à New York, tu es vidé de toute énergie, en fait. Parce que tu as mis toute l'énergie de ton corps dans ta maman, dans ce qui compte le plus. Et en plus, tu es désespéré d'avoir dû partir parce que tu as des contrats que tu as signés et que tu n'as même pas les moyens, en fait, de rembourser l'argent si tu n'y vas pas. Et que on t'a dit va, le docteur t'a dit t'inquiète pas, etc. Et finalement, quand tu arrives devant les gens sur scène, faut sourire. T'as les yeux rouges, hein, mais tu mets les lunettes de soleil, machin, et puis the show must go on. Et c'est seulement après le show, quand tu arrives à l'hôtel à 23h30, minuit, 1h du matin, après avoir fait les photos, tout ça, manana, que enfin tu peux appeler au téléphone et parler à la personne la plus importante de ta life. Et si vous croyez que ça ne te machine pas dans ton être, vous êtes des fous, en fait. Et puis derrière, t'as des gens qui vont te critiquer, qui vont dire lui, pourquoi t'as gardé tes lunettes de soleil pendant tout le show, pour qui tu te prends? Si j'ai envie que je te... Et en fait, ça c'est un épisode sur 1000, tu vois. Mais il y a tellement de gens qui ont vécu ces choses-là, ou vous ne savez pas, ils ont peut-être eu un décès, ou ils ont eu un jour, je suis en chagrin d'amour total. Mais total. Et je suis triste. J'appelle la fille. Elle veut plus me répondre. Et machin. Elle a changé d'avis. Machin. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Toute la nuit, j'essaie d'appeler. J'ai appelé des gens. Je suis fatigué. J'ai les yeux rouges. Je déambule. J'étais à l'hôtel à la gare de l'Est, je crois. Parce que j'avais le train le matin pour aller à un show. Et je suis trop triste. Je suis en Goumin Pro Max Pro 16 plus. Et là, je suis là. Et j'ai besoin d'une carte téléphonique pour pouvoir essayer une dernière fois d'appeler la go. Parce qu'elle était de l'autre côté du monde. Finalement, allez, je descends en pyjama, les yeux rouges. Je suis là, je suis à la gare de l'Est, je cherche un truc là où on achète les cartes téléphoniques. À l'époque, il n'y a pas de Viber, il n'y a pas de WhatsApp, on est encore dans le
Sur la route de l'hôtel, je croise un gars qui est avec sa femme et ses 2 enfants. Et le gars dit « Oh !» Ouais, c'était un taxiphone, c'est ça. C'était les trucs là, le centre d'appel là, à l'époque là. Et je croise un gars, il est avec sa femme et ses 2 enfants, et il fait « Oh ! Keïcha ! Mon artiste ! Je t'aime trop !» Et je fais « Ah, merci. J'ai pas pris mes lunettes de soleil, je suis pas du tout dans le truc, j'ai les yeux rouges, je suis en pyjama. » Donc je fais « Ah, merci, merci, hein, c'est gentil. » Et j'avance. Et le gars, je vois, il sort. À l'époque, c'était... Est-ce qu'il y avait déjà les iPhones? Si, je crois que les téléphones faisaient déjà des photos. Donc, il sort son téléphone, il se prépare à faire sa photo, il fait « Ah, je peux pas te laisser partir sans faire une photo. » Et je lui dis « Ah, je suis désolé, je suis pas en condition, vraiment, je suis désolé, je suis pas très bien là, je suis un peu malade, je suis vraiment désolé. Désolé. » Et le gars, il fait « Non, mais c'est juste pour moi, mes enfants, je t'assure que je la posterai pas sur le net. » Et je dis vraiment, je suis désolé, je peux pas, je suis en mode, enfin, je lui ai pas dit je suis en mode désespoir, mais j'étais désespéré. Donc, je retourne à l'hôtel, et puis bon, je suis là en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, je suis en train de vivre mon Gouma, en plus j'ai un avion pour aller jusqu'à São Tomé et Principe, où j'ai un show, donc j'essaie de me conditionner pour me... Et puis bon, quand j'arrive à São Tomé et Principe, je vais sur mon ordi, je regarde un peu sur internet, le message sur Facebook, et je vois quelqu'un m'a écrit un pavé. Il a écrit un pavé. « Bonsoir Keïcha, de la part d'un ancien fan. Tu as toujours été mon artiste préféré jusqu'à ce que tu me fasses honte devant ma famille, devant ma femme et mes enfants, et que tu me reçues une photo. J'aimais tous tes albums, je connais toutes tes chansons, je pense que je suis un de tes plus grands fans, mais la façon dont tu m'as fait honte devant ma famille, je crois que je n'écouterai plus jamais ta musique. Sache-le. » Puis il a continué, vous les artistes, c'est nous qui vous faisons, sans nous, que seriez-vous? C'est nous qui vous donnons le pain que vous mangez, c'est nous qui machin, et c'est comme ça que vous nous traitez quand vous nous rencontrez dans la rue. Puis au fur et à mesure, il devenait de plus en plus agressif. Dinguerie, brat. Donc, j'ai répondu au gars, tu sais, un artiste, c'est aussi un être humain qui a aussi une vie, et tu ne sais pas quand tu le vois avec les yeux rouges en pyjama au milieu de la gare de l'Est si il a perdu quelqu'un de cher, si il est en chagrin d'amour, si il est malheureux, s'il est malade, si X, si Y. Et si tout ce qui t'intéresse, c'est ta photo, je peux comprendre ton point de vue, puisqu'effectivement, il est possible que tu ne me croises plus jamais et que pour toi, c'est l'occasion. Mais tu dois aussi comprendre que, malheureusement, parfois, les gens sont pas en condition et qu'ils n'ont pas envie de prendre une photo quand ils sont en chien et quand dans leur tête, la seule chose qui les intéresse, c'est récupérer leur go ou quelqu'un qu'ils ont perdu ou quoi. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ma vie. Et je comprends et je suis désolé que tu t'es senti... Non, Anna, ça va? Então, acordaste? Acordei. Então, Não consigo dormir. então, vai deitar. Pode deixar a porta aberta se quiseres. Mamie vai chegar daqui a nada. Et donc, tu te retrouves dans un
Ouais, j'ai expliqué au gars, quoi, tu vois. Et il m'a dit, je suis vraiment désolé. J'ai parlé en portugais, Aurélien. Il m'a dit, je suis désolé, j'avais pas pensé à tout ça, je savais pas que tu passais quelque chose. Je te présente mes excuses, c'est vrai que je t'aime beaucoup et machin. Et je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Dès que j'ai un show en région parisienne et que tu vois que j'ai un show en région parisienne, tu vois le flyer sur Facebook, tu m'envoies un message privé et toi et ta femme seront mes invités. Comme ça, on sera quitte. Il me dit, vous aimez faire des promesses. J'ai dit, quand tu me vois en concert, tu fais seulement signe. Et puis tu verras. Et donc, peut-être 3 mois après, j'avais un show quelque part en région parisienne. Il m'envoie un message. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Non, c'était vu. Et je lui dis, il n'y a pas de problème. Donne-moi tes noms. J'ai dit, je te mets 4 invitations à disposition. Ton nom plus 3 à la porte. Et j'ai prévenu le patron de la soirée. J'ai dit, la personne là, tu la mets à ma table pendant tout le concert. Et quand je viendrai après pour faire les photos avec les gens, tu les installes avec moi dans ma table. Et il a eu le traitement VIP. Donc, pendant le concert, il regardait depuis ma table. Et puis, j'ai dit au patron, tous ceux qui veulent boire, c'est pour moi. Mais Kesha, c'est gratuit pour toi. C'est gratuit pour eux alors. Et le gars, il a passé la meilleure nuit de sa life. Je sais pas ce qu'il est devenu. Mais en tout cas, il était là, lui, sa femme, il a ramené son meilleur ami, sa femme aussi. Et ils ont kiffé de malade. Il m'a dit non, vraiment. Je serai ton fan pour la vie. On est ensemble. Donc bon, ça s'est bien fini. Mais, non, si vous aviez vu le message que le gars m'a envoyé, mais ça peut tuer les gens. Vous êtes des malades, vous. Vous envoyez des messages aux gens parce que vous êtes fâchés, vous vous rendez pas compte. Et si j'étais un gars fragile? Les choses se sont bien finies, mais... Le Goumin est fini comment? Mais... Ça s'est fini quand j'ai rencontré ma femme. J'ai remplacé la go par celle-ci. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 11 ans que nous sommes ensemble. D'ailleurs, voilà. 11 ans ensemble, 6 ans mariés. Et j'ai fait ce qu'on fait. Hein. Quand il y a le Goumin, tu dois remplacer. Donc, entre les deux, tu essaies de cogner un maximum de gens. Et puis après, tu trouves une et puis tu te poses. Je connais la sortie du Goumin. Tu dois traverser la forêt, mais je sais la traverser. Donc voilà, on est ensemble. On l'embrasse. Bisous là-bas. Merci Kimali. Est-ce que le gars, ça n'y va rien? Je sais pas. Je me rappelle pas. J'ai plus accès à mon Facebook, donc sinon j'aurais lu son message. Dans le message du gars. Non, vraiment, il avait envoyé le gars avait envoyé un long message. Vraiment, tu sais, le message du gars déçu. Genre, tu sais, les gars qui t'expliquent que je n'écouterai plus jamais ta musique. Tu m'as déçu. Tu m'as fait honte devant ma femme. Je suis vraiment désolé. Kesha, je t'ai croisé à Toulouse. Tu m'as minaudé. Signé une ancienne fan. À Toulouse, j'étais à... Il y avait une go qui était venue me voir. Et elle me disait, ouais, j'aimerais bien te faire écouter ma voix. Et puis il y a son gars qui est arrivé derrière en criant, pas parler comme madame en moi. Mais c'est elle qui veut. Puis voilà.
J'espère que sa carrière s'est bien passée parce que j'ai plus jamais vu cette go. Salut artiste, vous êtes disponible pour un show à Bordeaux? Si vous avez de l'argent, oui, bien sûr. Mais comment les artistes signent les gros contrats sans l'argent après beaucoup de shows? J'ai pas compris la question. Franchement, classe. Merci. Merci. Est-ce que ta femme est portugaise? Non, elle a pas encore la nationalité, bientôt. Mais elle est Guinée-Bissau et Bélarus. Donc, double problème. Oh, c'est là que tu m'as vu quand j'allais à Brive? Non, tu mens. Tu serais venu me voir. Puis je me serais rappelé de tes flotteurs, de ta respiration. Quel conseil donnes-tu à des jeunes artistes? Soyez sérieux, soyez disciplinés et travaillez. Le travail seulement. Concentrez-vous sur le travail et pas sur la réussite. La célébrité, ça doit être un à côté, en fait. Ça doit être un résultat du bon travail et un résultat du fait que les gens apprécient ta musique. Mais ça doit pas être le but. Les gens qui font ça pour être célèbres ne peuvent que finir déçus. Il faut faire ça parce qu'on aime faire ça. Et la célébrité n'a pas que des bons côtés. Elle a des bons côtés et des mauvais côtés. Où est-ce que j'ai appris le portugais? Je suis marié à quelqu'un qui parle portugais, donc à force de... Comment se porte le label Sushiro? Très très bien. Je dois payer... Salut, ta bonne chance. Salut Nayanka. C'est un beau prénom, Nayanka. Si j'avais une autre fille, je l'appellerais Nayanka. C'est trop beau comme nom. Il y avait une chanteuse qui s'appelait Nayanka Bell. C'est trop beau nom. Comment as-tu dit à tes parents congolais que tu voulais être artiste? Leur réaction, c'était... À 14 ans, je me rappelle, mon père a dit... C'est un hobby. Et ça restera un hobby. Tu vas nous passer ton bac, et puis après, tu vas aller à l'université comme tout le monde. On n'est pas venu juste ici pour que vous chantiez. 243 clubs. Tu peux envoyer un email ou... ça n'a pas la peine de m'envoyer un message privé sur TikTok, je les regarde pas, j'en reçois trop. Tu peux m'en envoyer sur Instagram ou alors envoyer un email, kesha@kesha.com ou love@kesha.com. En fait, je me rappelle le jour où j'ai été interviewé sur CNN après avoir gagné meilleur artiste au Cora Awards, meilleur artiste africain en 2001, et que à l'époque CNN c'était et que le monde entier appelait mes parents. Je crois que c'est là qu'ils ont commencé à me prendre au sérieux. Que vraiment là c'était la fierté. Ah oui, bien sûr. Si, il chante depuis qu'il est petit. Ah, mais oui, c'est... Non, un bon petit, un bon garçon. Quand est-ce que tu viens en Martinique? Je viens bientôt. J'ai décidé de venir en vacances. Je vais pas venir chanter, mais je vais juste venir passer quelques jours. Sur Spotify, je découvre votre discographie. Oui, il y a beaucoup de musique. J'avoue, je sors une chanson tous les vendredis, donc c'est très compliqué. D'ailleurs, je viens de sortir un clip, pour les gens qui ne savent pas. Allez sur ma chaîne YouTube, c'est là-bas. D'ailleurs, je vous ai même pas dit de vous abonner à kesha.tv. Faut vous abonner. Tes parents sont géniaux. Merci beaucoup. Ils le sont, c'est vrai. Est-ce que tu seras au concert de mon second artiste préféré au Stade de France? Si je suis dans les parages, oui, peut-être que je serai dans le public. En plus, je lui ai envoyé un message en plus. Je l'avais félicité la dernière fois. Et, c'est bien, vraiment. Quelle fierté de voir ça, tu vois, de voir quelqu'un qui... Et sky is the limit, comme on dit. Ça a toujours été ma peur si je rencontre mon artiste préféré. C'est un être humain comme les gens, il faut les laisser.
Mon Dieu, quelle horreur. Ça me fait penser à Buju Banton qui expliquait dans un podcast que l'un de ses fils était décédé pendant qu'il était en plein concert. Et il lui avait parlé avant de monter sur... Oh mon Dieu. Horrible. Horrible. Boss, n'oublie pas le sujet trend. Les gars, ça fait déjà 1h37 qu'on parle de la santé mentale. Donc, c'est compliqué. Ta femme chante aussi? Non. Un zouk avec Ali nous ferait grand plaisir. Non, c'est vrai, ça fait longtemps. Kesha, êtes-vous congolais ou ivoirien? J'ai été les deux, mais je suis français maintenant. Pourquoi tu ne vis pas au Congo, un si beau pays? Parce que j'ai grandi en France, j'ai grandi au Congo jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, je suis allé en France, suivant mes parents, après je suis resté en France pour mes études. Et après la France, je suis allé m'installer au Portugal. Voilà. Et oui, c'est un beau pays, mais ça veut pas dire que tout le monde est obligé d'y vivre. Est-ce que tu te souviens d'une Isabelle à Clichy? Non. Comme ça ne me dit rien. Si tu n'étais pas musicien, tu serais... je sais pas. Je savais que j'allais être musicien dès mes 8 ans. Donc, j'ai pas vraiment... Je pense que j'aurais été économiste ou politicien ou en tout cas, j'aurais été... ou businessman. Drama 972. Craig Storm avait mis un gros coup dans le zouk avec son style. Comment expliques-tu l'échec du label? Sans rentrer dans les détails, je pense qu'il y a eu trop de mélange entre les choses personnelles et les choses professionnelles. Je pense que ça a pas dû aider. Jay, est-ce que tes études t'ont aidé dans l'industrie? Ah ben bien sûr. Bien sûr, quand tu fais des études d'économie et des études de graphisme après, bah tu peux faire tes pochettes toi-même et en plus tu peux regarder l'offre et la demande d'une façon économique et non pas émotionnelle. Et moi, je regarde le business de la musique d'une façon économique et froide. Et je mets le personnel dans la musique, mais quand il est l'heure de la vendre, je suis pas dans le « Oh, mais pourquoi les gens n'achètent pas ?» Non, je suis dans le marché, les études de marché, etc. Rose Gold, ça fait plaisir de voir que ta tête n'a pas changé. Ah mais merci, Rose Gold. Vous vous sentez français, ivoirien ou congolais? Je me sens français, ivoirien, congolais, portugais, guyanais, martiniquais, guadeloupéen, un peu new-yorkais, très Miami plutôt même. Ouais, je me sens un peu de tout. Contrairement à beaucoup de gens qui veulent prétendre qu'ils sont un seul truc, moi je me sens quand même... Voilà. On attend le remix du son Raquel. C'est une bonne idée ça. Il faut demander aux gens qui aiment me sampler, qui n'ont qu'à sampler ça. Comment faire pour que tu chantes à notre mariage? Il faut envoyer un message à love@kesha.com et préparer votre virement. C'est à féliciter que vous soutenez notre artiste. C'est important. Il faut toujours être content du succès des autres. Ta chanson était basée sur une true story? Oui. Il y avait une nana que je voyais tout le temps sur les Champs-Élysées et à chaque fois qu'on se croisait, on se regardait mais on se parlait pas. Et je la trouvais trop magnifique. En fait, à force de la croiser, je me disais mon Dieu, alors elle, le jour où on se parle, on se marie direct. Et un jour, mon père était à Paris. Donc il me dit de venir manger avec lui au drugstore.
Donc je le rejoins au Phuket. Je le rejoins au Phuket et il me dit ah mais justement je sais pas si tu te rappelles de mon cousin tonton machin, ben justement il y a ta cousine qui vient, sa fille et puis comme ça c'est bien, vous vous connaissez entre cousins. Et la nana elle arrive. Et quand elle m'a vu, elle voit mon père, elle fait ah bonsoir tonton. Et je fais quoi? Et je la regarde et elle me regarde et on se regarde et je fais mais elle fait mais oh, vous vous connaissez? Ah si, on s'est déjà vu sur les champs. Ah, bon, c'est bien, vous vous connaissez entre cousins. Oh, le désespoir. Le désespoir. Et donc, on était cousins, donc elle a commencé à m'appeler Motema tout le temps. Elle m'appelait Motema, donc, malheureusement, nous n'avons pas pu être ensemble, mais elle m'appelait quand même Motema, c'est-à-dire mon cœur. Et donc, un jour, j'ai écrit une chanson Motema pour ma cousine. Donc, en fait... c'est ma cousine. Motema. On l'embrasse d'ailleurs.